bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Je suis rentrée chez moi depuis l'université pour les vacances de printemps et j'ai découvert une maison vide, avec un panneau, à vendre, planté dans la pelouse. Je m'appelle Jasmine Roras. Je venais de conduire pendant 4 heures depuis mon université jusqu'à Bakersfield, dans l'espoir de passer les vacances de printemps chez moi. Au lieu de cela, j'ai trouvé la maison de mon enfance abandonnée, un panneau, à vendre, solidement fixé sur le devant de la pelouse. Les fenêtres étaient nues, sans rideaux, et l'intérieur était vide de tout meuble. 3 sacs poubelles noirs reposaient sur le perron, comme des invités non désirés. En ouvrant l'un d'eux, j'ai aperçu mes vêtements, mes livres, les fragments d'une vie laissée derrière moi lorsque j'étais partie à l'université. « Ton père a dit que tu aurais dû appeler avant de venir », m'a dit mon oncle Thomas, sa voix empreinte d'hésitation à l'autre bout du fil. Ils ont déménagé la semaine dernière. Ils ne t'ont rien dit ? Non, ai-je répondu, le mot à peine audible, étranglé par l'émotion dans ma gorge. Ils ne m'ont rien dit du tout. J'ai raccroché, puis j'ai appelé mon père. Chaque sonnerie me paraissait interminable. Lorsqu'il a enfin décroché, sa voix était neutre, sans la moindre émotion. « Papa, la maison est vide. Il y a des sacs poubelles avec mes affaires sur le perron. Que se passe-t-il ? » Un silence. Puis, nous avons déménagé. Tu es adulte maintenant. Il faut apprendre à te débrouiller. La ligne a été coupée. Je suis restée figée, le téléphone dans la main, abasourdie. J'ai tenté de le rappeler, mais je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé le numéro de ma mère. Même résultat. Celui de mon petit frère. Aucun signe de vie. En un instant, j'avais été effacée de leur existence. Sans avertissement. Sans adieu. Même pas une adresse de réexpédition. Je suis restée là, à regarder le soleil couchant projeter de longues ombres sur ce qui avait été mon jardin. L'érable que mon père et moi avions planté lorsque j'avais 8 ans se dressait encore fièrement, ses branches tendues vers une maison qui ne nous appartenait plus. J'avais envoyé une partie de ma bourse à la maison chaque mois. Je maintenais une moyenne de 3,9 endroits tout en travaillant à temps partiel. J'avais toujours été celle sur qui on pouvait compter. La discrète. Celle qui ne posait jamais de problème. Et voici la récompense que j'en recevais. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. À la place, j'ai ramassé ces sacs poubelles et je les ai chargés dans ma voiture. J'ai pris une chambre dans un petit motel pour la nuit. J'ai étalé mes affaires sauvées sur le couvre-lit rêche. Il y avait quelques manuels scolaires, des vêtements d'hiver oubliés, un cadre photo cassé avec une photo de ma famille à la plage, 3 étés auparavant. Tout le monde souriait. Tout le monde mentait. Ce soir-là, j'ai pris une décision. S'ils avaient voulu m'effacer de leur vie, alors moi aussi je les effacerais de la mienne. Je couperais tous les liens, et je construirais quelque chose qu'ils ne pourraient jamais m'enlever. Même les oncles et tantes susceptibles de cautionner leur comportement ont été exclus de ma vie. Si quelqu'un me posait des questions sur ma famille, je répondais simplement, nous ne sommes plus en contact. Pas d'histoire dramatique, aucune recherche de compassion. Je reconstruisais à partir de rien, et la sentimentalité n'avait pas sa place dans les fondations. Le stage d'été chez Riverton Law Partners a tout changé. Ce qui avait commencé par de simples recherches et des courses de café a rapidement évolué lorsque ma supérieure, l'avocate Eleanor Grayson, a découvert mon talent pour entrer en relation avec les clients. « Tu possèdes quelque chose de rare, Jasmine », m'a-t-elle dit après que j'eus apaisé une jeune mère menacée d'expulsion. « Tu sais vraiment écouter. » J'ai été affectée aux entretiens d'accueil, où je rencontrais des familles chassées de logements abordables par des promoteurs, des personnes âgées subissant des hausses de loyers illégales, des étudiants confrontés à des propriétaires prédateurs. Leurs récits résonnaient en moi d'une manière que je n'arrivais même pas à formuler. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante durant laquelle j'avais interrogé 3 familles d'un même immeuble ayant reçu simultanément des avis d'expulsion, je suis restée tard pour organiser les dossiers. Eleanor m'a trouvée là, à 21h, entourée de papiers. « Tu brûles l'huile de minuit ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Ces familles n'ont nulle part où aller », ai-je répondu. Les promoteurs leur offrent 2 semaines dans un motel comme seule compensation pour avoir rompu leur baux en avance. Eleanor soupira. « Malheureusement, c'est souvent plus que ce que la loi exige. »« Mais ce n'est pas juste », ai-je insisté. 2 semaines ne suffisent pas pour trouver un nouveau logement, surtout avec les cautions et le premier mois de loyer.
Ces gens vont se retrouver à la rue. Le système est défaillant, admit elle. Alors, que vas-tu faire? Cette question m'a hantée pendant des jours. Que pouvais-je faire, moi, une étudiante de 2e année en droit, simple stagiaire? La réponse est venue de manière inattendue, lors d'un séminaire obligatoire sur l'aide financière universitaire. Le présentateur y mentionna que les étudiants pouvaient solliciter des subventions pour l'innovation sociale, des fonds de démarrage pour des projets répondant à des besoins communautaires. La date limite était dans 2 semaines. Je suis restée éveillée 3 nuits d'affilée pour rédiger une proposition de programme de défense du logement, spécialement destinée aux étudiants et aux familles à faible revenu. Je l'ai appelée Safe Space Initiative. Eleanor m'a aidé à affiner les aspects juridiques, et la professeure Wilkins a relu la version finale du dossier. Pendant que j'attendais une réponse concernant la bourse, j'ai reçu le premier d'une longue série d'appels de mes parents. Cela faisait 6 mois qu'ils m'avaient abandonnée. Un message vocal de mon père: Jasmine, ta mère s'inquiète pour toi. Rappelle-nous. Aucune excuse, aucune explication. Juste l'attente que je réponde, docilement, à leur appel. Je n'ai pas rappelé. 3 jours plus tard, un autre message: ce silence est puéril, Jasmine. Nous sommes ta famille. J'ai enregistré le message mais je n'ai pas répondu. Les appels se sont intensifiés, parfois venant de mon père, d'autres fois de ma mère, ou encore de mon frère. Le ton allait de l'autoritaire au suppliant. Aucun ne reconnaissait ce qu'il m'avait fait. Lorsque l'université m'a attribué la bourse pour l'innovation sociale, $25 000 pour lancer Safe Space Initiative, je n'ai rien partagé avec eux. Quand on m'a proposé un poste rémunéré chez Riverton pour poursuivre ce travail durant l'année universitaire, j'ai célébré cela avec la professeure Wilkins et Eleanor. Ma nouvelle famille se construisait autour de moi, des personnes qui me soutenaient, non par obligation, mais par respect et bienveillance véritable. En janvier, Safe Space Initiative avait aidé 23 étudiants à lutter contre des expulsions injustifiées. Nous travaillions dans un ancien local de stockage chez Riverton Law Partners, avec 2 assistants juridiques bénévoles et un planning tournant d'étudiants en droit obtenant des crédits cliniques. La plupart du temps, je courais entre les cours et le bureau, et je passais mes soirées à examiner les dossiers et à perfectionner notre approche. Le travail était épuisant, mais profondément gratifiant. Chaque famille gardant son toit, chaque étudiant évitant la rue représentait une victoire personnelle. Je construisais quelque chose de durable à partir des décombres de mon propre déracinement. Mes parents, pendant ce temps, avaient intensifié leur campagne pour renouer le contact. Les appels devenaient alarmants, parfois plusieurs par jour. Comme je continuais de les ignorer, ils ont sollicité des proches. Ta mère pleure chaque nuit, m'a écrit ma tante Lucia. Quoi qu'ils aient fait, tu ne peux pas leur pardonner? Je n'ai pas répondu à ces messages non plus. Le pardon exige une reconnaissance des fautes. Et ils n'avaient toujours rien admis. Un mardi après-midi de février, je conseillais un étudiant en 2e année nommé Devon, qui, de retour de vacances d'hiver, avait découvert que son propriétaire avait reloué sa chambre à quelqu'un d'autre, malgré un bail payé à jour. Alors que nous discutions de ces options, le téléphone du bureau sonna. Safe Space Initiative, ici Jasmine, répondis-je, en faisant un geste d'excuse vers Devon. Jasmine? C'est toi? C'était la voix de ma mère. Mon estomac se serra. Comment avez-vous eu ce numéro? Il est sur ton site internet, dit-elle. Pourquoi ne nous rappelles-tu pas? Nous sommes morts d'inquiétude. Devon se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Je couvris le combiné. Je suis désolée. Pourrais-tu patienter dehors quelques instants? Une fois seule, je repris l'appel. C'est mon lieu de travail. Je vous demande de ne plus appeler ici. Nous sommes tes parents, dit-elle, sa voix tremblante. Nous avons le droit. Vous avez perdu ce droit, l'interrompis-je, quand vous avez mis mes affaires dans des sacs poubelles et vendu la maison sans m'en parler. Je ne veux pas avoir cette conversation maintenant. Ton père a fait une erreur, supplia-t-elle. Nous avions des problèmes financiers. La maison allait être saisie. Nous avions honte. Pendant un instant, ma résolution a vacillé. Problème financier? Saisie? Il ne m'avait jamais parlé de soucis d'argent. Si vous aviez eu des problèmes, vous auriez pu m'en parler, dis-je, plus doucement. Je vous aurais aidé. Je vous envoyais déjà de l'argent chaque mois. Ton père ne voulait pas, répondit-elle. Son orgueil. Tu sais comment il est.
Je savais que la fierté de mon père était une force naturelle, façonnant la dynamique de notre famille depuis mon enfance, mais la fierté ne justifiait pas ce qu'ils avaient fait. Je dois retourner travailler, ai-je dit fermement. Merci de respecter mes limites. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre, les mains légèrement tremblantes en posant le combiné. Cette conversation brève avait fait surgir des sentiments que je pensais avoir enterrés avec succès, de la colère, bien sûr, mais aussi un sentiment persistant de responsabilité envers eux. Plus tard dans la soirée, Eleanor m'a trouvé encore à mon bureau, fixant le journal des appels de SafeSpace. « Tout va bien ? Tu sembles distraite, a-t-elle dit en s'asseyant sur le bord de mon bureau. J'ai hésité, puis lui ai parlé de l'appel. Une partie de moi veut croire qu'ils avaient une bonne raison, ai-je avoué. Ce n'était pas juste de la cruauté. Eleanor a réfléchi un instant. Les gens agissent rarement par pure cruauté, Jasmine, a-t-elle dit. Mais les raisons et les excuses ne sont pas la même chose. Peu importe les difficultés financières qu'ils ont pu rencontrer, ils ont choisi de t'abandonner sans avertissement. Elle avait raison. Pourtant, l'explication de ma mère avait planté une graine de doute. Et si l'histoire était plus complexe ? Et si eux aussi étaient désespérés ? Le lendemain, contre mon meilleur jugement, j'ai fait quelque chose que j'avais résisté à faire pendant des mois, j'ai cherché ma famille en ligne. Ce que j'ai découvert a détruit toute sympathie naissante. Un message Facebook enjoué de ma mère, daté de 3 semaines après leur départ, montrait elle, mon père et Gabriel souriant devant une nouvelle maison. La légende disait, nouveau commencement. Tellement béni. Il n'y avait eu ni crise financière, ni saisie. Ils avaient simplement pris la décision de me laisser derrière eux. Les appels non répondus s'étaient accumulés, comme la neige tombant lentement, 20, 50, 200. Les messages vocaux de mes parents passaient de l'exigence à la supplication, parfois parsemés de nouvelles de leur nouvelle vie, comme si nous échangions des nouvelles comme une famille normale, plutôt qu'une batterie unilatérale de sollicitations. Gabriel a été accepté au collège communautaire, annonçait ma mère fin mars. Il étudie la programmation informatique. Tu disais toujours qu'il était intelligent. Les voisins nous ont apporté des tamales, annonçait mon père en avril. Ce n'est pas aussi bon que ceux de ta mère, mais ils essaient d'être accueillants. Ces mises à jour quotidiennes m'énervaient plus que leurs demandes précédentes. Ils poursuivaient leur vie, formaient de nouvelles connexions communautaires, célébraient des étapes importantes, pendant que je restais encore en train de traiter le traumatisme de leur abandon. Pendant ce temps, SafeSpace Initiative attirait de plus en plus d'attention. Une chaîne de télévision locale avait réalisé un reportage sur notre travail, interviewant plusieurs étudiants que nous avions aidés. Le journal universitaire suivait avec un profil qui mettait en lumière mon approche innovante de la justice du logement. Ces petites mises en lumière augmentaient dramatiquement notre charge de travail. Nous avons besoin de plus de ressources, ai-je dit à Eleanor un après-midi, en montrant nos dossiers d'accueil débordants. Plus de bénévoles, plus d'espace, plus de financement. Je pourrais avoir une solution, répondit-elle. La Fondation Watkin accepte les propositions pour ses bourses annuelles en justice sociale. Le prix est substantiel, suffisamment pour embaucher du personnel et louer des bureaux. Le processus de demande était épuisant. J'ai passé des semaines à rédiger notre proposition, à recueillir des témoignages de clients et à compiler des données sur l'insécurité du logement parmi les étudiants. Le document final faisait 47 pages, détaillant la mission de SafeSpace, sa méthodologie et ses impacts mesurables. 2 jours après avoir soumis la proposition, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, avec l'indicatif de ma ville natale. « Allô » ai-je répondu prudemment. « Jasmine, c'est Madame Hernandez, la voisine d'Ax en Grave-Côté. » C'était notre ancienne voisine. Je ne lui avais pas parlé depuis le jour où j'avais trouvé la maison vide. « J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle, poursuivit-elle. Ton frère m'a donné ton numéro. Il a dit que tu ne répondrais probablement pas si tu voyais leur nom dans le numéro. Ma défense s'est immédiatement renforcée. Si c'est au sujet de renouer avec mes parents, non. Non, m'interrompit-elle. Pas directement. C'est au sujet de la maison, de ton ancienne maison. Quelqu'un est entré la nuit dernière. La police pense qu'il cherchait des objets de valeur. Mais, bien sûr, la maison est vide. Ton père m'a demandé de vérifier si tu voulais revenir chercher quelque chose. Il ne voulait pas signaler un cambriolage si c'était juste toi. J'ai presque ri de l'absurdité de la situation. Je ne suis pas retournée là-bas depuis ce jour, ai-je répondu. Madame Hernandez, de toute façon, je n'ai plus de clé.
C'est ce que je lui ai dit. Soupira-t-elle. Mais il y a autre chose. L'intrus a laissé quelque chose derrière lui. Une enveloppe avec ton nom dessus. La police me l'a remise, puisque je surveille la propriété. Mon cœur s'est accéléré. Que dit cette lettre? Je ne l'ai pas ouverte, répondit-elle. C'est adressé à toi, mais ça semble officiel. Il y a le nom d'un cabinet d'avocats dessus. Une lettre officielle envoyée à mon ancienne adresse? Personne ne devrait m'envoyer des documents légaux là-bas, ai-je dit, stupéfaite. J'ai mis à jour mon adresse il y a des mois. Peux-tu l'ouvrir, ai-je demandé. Dis-moi ce qu'elle dit. J'ai entendu le bruit du papier déchiré, puis un silence. Madame Hernandez, c'est... Elle marqua une pause avant de continuer. C'est au sujet de la succession de ta grand-mère. Je restai sans voix. Ta grand-mère maternelle au Mexique. Ma grand-mère était décédée quand j'avais 13 ans. Je la connaissais à peine. Qu'est-ce qui est dit au sujet de la succession? Il est écrit que tu as hérité d'un bien à Oaxaca, lut-elle lentement. Et il y a un relevé bancaire. Jasmine, il montre un solde de plus de 400 000 $. Mon esprit tourna à toute vitesse. Cela ne peut pas être vrai. Ma grand-mère vivait simplement. Elle n'avait pas cet argent. La lettre dit que la propriété a été développée après sa mort. Des résidences de vacances. Ta part provient de la vente de 2 unités. Je pris un stylo, griffonnant les coordonnées du cabinet d'avocats pendant que Madame Hernandez me dictait. Ma main tremblait en digérant les implications de cette révélation. Est-ce qu'il est précisé quand cet héritage est devenu disponible? Elle hésita. Oui, il a été finalisé en mars dernier. Mars dernier. Un mois avant que mes parents ne m'abandonnent. Le timing ne pouvait être qu'une coïncidence. Ils savaient pour mon héritage, et pourtant ils m'avaient laissé derrière eux. Je passais en revue mes notes dans la salle d'attente élégante. Notre proposition demandait 300 000 $ sur 3 ans pour étendre les services de Safe Space au-delà de l'université, à l'ensemble de la communauté. Eleanor arriva 20 minutes avant l'heure prévue, impeccable dans son costume gris anthracite. Prête, demanda-t-elle. Aussi prête que je puisse l'être, répondis-je, en redressant ma propre veste soigneusement choisie, bleu marine, professionnelle mais non intimidante. Le conseil peut sembler formel, avertit-elle, mais il se soucie de l'impact. Concentrez-vous sur les histoires humaines, sur la façon dont Safe Space change des vies. Nous fûmes conduites dans une salle de réunion où 8 personnes étaient assises autour d'une table polie. Je reconnus plusieurs d'entre elles d'après mes recherches, des leaders d'entreprises locales, des philanthropes, un ancien juge, et le directeur de la fondation, William Watkin lui-même, qui se leva pour nous accueillir. Mademoiselle Roras, Mademoiselle Grayson, bienvenue, dit-il, en désignant la zone de présentation. Nous avons été impressionnés par votre proposition écrite. Montrez-nous pourquoi Safe Space mérite notre soutien. Je connectai mon ordinateur portable au projecteur et commençai. La présentation décrivait l'évolution de Safe Space, de projets étudiants à ressources communautaires, en mettant en avant des cas clés et les impacts systémiques. Eleanor intervint pour ajouter un contexte juridique, expliquant comment notre modèle comblait les lacunes dans les services existants. 20 minutes après, alors que je décrivais notre vision d'expansion, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Un assistant de la fondation murmura quelque chose à Monsieur Watkin qui acquiesça. « Je vous prie de m'excuser pour l'interruption, » dit Monsieur Watkin. « Mademoiselle Roras, il y a des gens ici qui prétendent être votre famille. Ils insistent pour vous parler. » Mon cœur s'arrêta. « Ma famille ? Ils disent que c'est urgent, » ajouta-t-il, visiblement mal à l'aise. « Nous pouvons leur demander d'attendre jusqu'à ce que nous ayons fini. » Eleanor posa une main réconfortante sur mon bras. « C'est à toi de voir, Jasmine. » Je pris une profonde inspiration. Après des mois d'appels ignorés, mes parents m'avaient retrouvé, peut-être au pire moment professionnel de ma jeune carrière. Le timing ne pouvait pas être plus mauvais ni plus significatif. « Dis-leur que je leur parlerai après la présentation, » répondis-je d'une voix étonnamment calme. « C'est trop important pour interrompre. » Monsieur Watkin acquiesça d'un signe de tête et l'assistant partit transmettre mon message. Je retournai à ma présentation, mais dans mon esprit, mes pensées tourbillonnaient. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent après presque une année de silence? Je finis la présentation en mode automatique, ma voix professionnelle, malgré la turbulence émotionnelle qui bouillonnait en moi.
Le conseil posa des questions perspicaces auxquelles je répondis en détail, déterminé à ne pas laisser mes drames personnels interférer avec cette opportunité. Lorsque, enfin, ils nous remercièrent et promirent de prendre une décision dans les 2 semaines, je me sentis vide plutôt qu'optimiste. Vous avez été excellente, dit Eleanor, en rassemblant nos documents. Surtout dans ces circonstances. Dehors, dans la salle d'attente, mes parents et Gabriel m'attendaient. Ma mère se leva dès qu'elle me vit, son visage une combinaison complexe d'émotions, espoir, peur, détermination. Mon père resta assis, l'expression fermée. Gabriel se tenait maladroitement entre eux, regardant partout sauf moi. Jasmine, commença ma mère, s'avançant. Nous devons parler. Eleanor me serra l'épaule. Je vais vous laisser de l'intimité. Appelle-moi plus tard. Je la remerciai d'un signe de tête, puis me tournai vers ma famille. Pourquoi êtes-vous ici? Comment avez-vous trouvé mon adresse? Nous avons vu l'article dans le journal à propos de ton programme de logement, expliqua ma mère. Il mentionnait la présentation chez Watkin aujourd'hui. Nous avons essayé de te contacter pendant des mois. Je suis au courant, répondis-je froidement. 247 appels, difficiles à manquer. Mon père se leva enfin. Ça suffit maintenant, Jasmine. Tu agis comme une enfant. Un rire amer m'échappa. Enfant? Je suis rentrée chez moi pour trouver mes affaires dans des sacs poubelles. Vous avez vendu la maison sans me prévenir. Vous m'avez abandonnée et c'est moi qui suis l'enfant? Nous avons fait une erreur, dit ma mère, la voix tremblante. Nous voulons arranger ça maintenant. Vous voulez arranger ça, demandai-je. Après 1 an? Après que j'ai reconstruit ma vie sans vous? Pourquoi maintenant? Gabriel se racla la gorge, mal à l'aise. Écoute-les, Jazz. Je soupirai. Je sais pour l'héritage, dis-je d'une voix plate. C'est pour ça que vous vous intéressez soudainement à la réconciliation? Parce que l'argent est arrivé? Le visage de mon père se ferma. Tu es toujours aussi rapide à juger. Et vous êtes toujours aussi rapide à jeter les gens, répliquai-je. Vous saviez pour l'héritage de ma grand-mère depuis mars dernier. Vous m'avez caché cela, puis vous m'avez jeté. Les yeux de ma mère s'agrandirent. Tu sais? Oui, répondis-je. Je sais tout. Et maintenant? Que voulez-vous? La salle d'attente de la fondation n'était pas l'endroit pour une confrontation familiale, aussi avons-nous déplacé notre discussion dans un café à proximité. Je me suis assise en face d'eux, maintenant une distance physique et émotionnelle, tandis qu'ils tentaient d'expliquer l'inexplicable. Nous avions honte, avoua ma mère, caressant son café intact. La saisie, ton père a perdu son travail, et moi je ne gagnais pas assez en nettoyant des maisons. Nous ne pouvions pas te dire cela, alors au lieu de demander de l'aide. Vous m'avez abandonné. Je gardai la voix basse, contrôlée. Nous avons découvert l'argent de ta grand-mère juste après que tu sois parti pour ton semestre de printemps, expliqua mon père. Les avocats ont dit que tu hériterais à tes 21 ans. Nous pensions. Vous pensiez que si vous déménagiez, recommenciez ailleurs, vous pourriez régler vos finances avant que je découvre cela. Ma mère baissa les yeux. En vendant la maison et en me laissant sans rien? Nous avons paniqué, dit-elle. Ton père pensait que tu serais mieux sans nos problèmes. Tu avais ta bourse, tes amis de l'université. Et maintenant, insistai-je. Pourquoi ce changement de cœur soudain? Ils échangèrent des regards. Gabriel prit la parole. Ils ont fait une énorme erreur, Jazz. Ils le savent maintenant. Mon père ajouta d'un ton bourru. L'article sur Safe Space dans le journal. Nous avons vu ce que tu as accompli. Et nous avons réalisé qu'on avait perdu quelque chose de précieux. Je le traduisis amèrement. Votre fille qui réussit. Non, insista ma mère. Notre famille. Notre lien. Je les observais. Ces gens qui avaient façonné ma jeunesse puis l'avaient détruite. Ma mère semblait plus vieille, des mèches grises dans ses cheveux noirs. Mon père semblait diminuer, ses épaules affaissées sous sa veste usée. Gabriel avait grandi d'1 centimètre, ses traits juvéniles se maturant. J'ai construit une nouvelle vie, dis-je finalement. De nouvelles connexions, des gens qui me valorisent indépendamment de mes accomplissements. Nous sommes toujours ta famille, insista mon père. Je soutins son regard sans ciller. La famille ne met pas tes affaires dans des sacs poubelles. Je me levai de la table, posai suffisamment d'argent pour couvrir nos consommations, puis me préparai à partir.
Je n'ai pas besoin de fermeture, j'ai avancé. Mais si vous voulez vraiment vous racheter, commencez par respecter mes limites. En me dirigeant vers la porte, je ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction, ni de vindication, mais une force calme. J'avais affronté ceux qui m'avaient abandonné selon mes propres termes et je m'en allais intact. Le lendemain matin, la fondation Watkin appela. Safe Space Initiative avait été attribuée la totalité de la bourse, avec un supplément de 50 000 $ pour les dépenses opérationnelles. Cet après-midi-là, un média national me contacta pour faire un reportage sur Safe Space dans un segment sur les approches innovantes de la justice du logement. Lorsque l'histoire fut diffusée 2 semaines plus tard, elle toucha des millions de téléspectateurs, dont, j'ai appris plus tard, mes parents. Ils n'ont plus jamais rappelé. Parfois, la famille que l'on se construit soi-même devient plus forte que celle dans laquelle on est né. Et en regardant vers mon avenir, je savais que je ne mesurerais plus jamais ma valeur à travers les yeux de quelqu'un d'autre.